Eh bien, après cette petite séance de sport où t'as fait du bien à ton body, place tout de suite au du bon son dans tes oreilles, du bon son, bonsoir. À toi mon Mike. Merci mon Zaki, merci mon Zach. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Mike, bienvenue dans la chronique du bon son, du bonsoir. L'idée de la chronique chaque jour, vous faire découvrir ou redécouvrir un des albums qu'on a nous ici dans l'appartement confiné. Et ce soir, pour démarrer, j'ai choisi l'album Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers. Cinquième album studio du groupe californien, sorti en 1991, mais qui va réellement transformer le groupe en vedette internationale. C'est un album qui aujourd'hui encore est un des plus déterminants sur la scène rock alternative des années 90 et un album qui depuis 2001 est septuple disque de platine. Donc c'est l'album pour les Red Hot, c'est avant tout l'album du changement, c'est l'album de changement de label. Après 7 années de collaboration chez EMI, il signe chez Warner Bros. C'est aussi un changement de producteur, ça s'est pas très bien passé sur l'album précédent, Mother's Milk, du coup ils préfèrent et ils optent pour une collaboration avec Rick Rubin, qu'ils arrivent à convaincre de travailler avec eux. Rick Rubin qui avait refusé une première fois en 1987, et là qui accepte et qui va collaborer, qui va aider à la fois dans les arrangements, dans les mélodies, mais qui va aussi être déterminant dans le choix des paroles. Petite anecdote, il tombe sur un carnet de notes de Killis dans lequel il trouve un poème sur Los Angeles. Le poème s'appelle Under the Bridge et il arrive à convaincre Killis, qui lui dit que c'est trop lent, que c'est pas le style des Red Hot, de le présenter aux autres et finalement ça devient le tube que l'on connaît. Autre petite anecdote, le groupe, pour enregistrer cet album, va se confiner pendant 30 jours, dans le studio, sauf que le studio, c'est un lieu un petit peu particulier, c'est un manoir sur les hauteurs de Los Angeles qu'il transforme en studio avec les guitares, la batterie dans le salon, les tables de contrôle dans la bibliothèque, et qui disent qu'il lui, toujours pas très convaincu par la maîtrise de sa voix, préfère aller complètement s'isoler dans la chambre avec le fil qui traverse tout le manoir, mais pour en fait ne pas avoir l'impression que les gens l'observent. Les gens, ses compatriotes, ses comparses, j'ai envie de dire. Donc voilà, plusieurs anecdotes. L'album donc sort lui en 91, comme je vous le disais, précède le single Give It Away. Give It Away qui sera un succès, mais finalement aux États-Unis ne dépassera pas la 73e place au classement des singles. Et donc derrière, les producteurs veulent sortir en deuxième single Under the Bridge. Under the Bridge, toujours déjà sur la chanson qui dit n'était pas convaincu, sur le fait que ce soit le deuxième single, là c'est tout le groupe qui n'est pas convaincu, mais lors d'un concert, qui dit finalement en entamant la chanson se trompe et toute la chanson est reprise par le public. Donc finalement les producteurs de la Warner qui étaient présents ici disent tout le monde la connaît par cœur, ce sera le deuxième single qui va sortir. Et en fait, le single est un énorme carton. Il est, lui, pour le coup, troisième au classement des meilleurs singles américains. Et il fera rebooster les ventes de l'album qui finira par, comme je le disais tout à l'heure, être septuple disque de platine depuis 2001. Donc un gros succès, les Red Hot, que l'on écoute sans fin, j'ai envie de dire. Donc du bon son, du bonsoir, et à demain pour un nouvel album. C'est à toi mon Zach. Est-ce que ça fait du bien ça, du bon Red Hot dans les oreilles, hein? Souvenir, non? Bon allez, maintenant on va se faire du bien à l'intérieur du corps. Il est grand temps de retrouver Ryan pour notre troisième passion, la passion houblon. À toi Ryan. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la chronique Passion Houblon. Je suis Ryan et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Culture et Confinement. Donc l'idée de cette chronique, c'est chaque jour vous faire découvrir une bière.
parce qu'en effet, nous, chez Culture et Confinement, on a une passion, c'est le houblon, évidemment. Donc voilà, donc pour ce soir, pour la première, j'ai sélectionné cette bière artisanale, l'Eurélienne triple. Alors, avant de rentrer un petit peu en détail dans cette bière et aussi vous conter un petit peu l'histoire de la brasserie, déjà, qu'est-ce qu'une triple? Qu'est-ce qu'une bière triple? Alors, les triples, ce sont des bières qui sont fortes. En général, entre 7 et 10% d'alcool par volume. Donc, généralement, elles sont blondes, même s'il y a des exceptions. Et niveau gustatif, ce sont des bières de caractère qui offrent des arômes d'une grande richesse, des notes fruitières, des spiritueuses, du caramel et des saveurs de houblon. Donc, à l'origine, les bières doubles existaient. C'était les bières d'abbaye qui utilisaient 2 fois plus de malt que la bière commune, qui était la bière de table des moines. Donc les brasseurs jouaient sur les ingrédients, principalement les quantités en grains, la qualité des malts, pour réaliser une bière plus complexe, plus alcoolisée, à destination des invités ou des clients de marque. À la première moitié du XXe siècle, on a ensuite vu une avancée technologique brassicole, possibilité de faire des bières à fort degré d'alcool qui restent blondes. Naturellement, le mot triple s'est imposé à côté du mot double, déjà utilisé dans la gamme, pour montrer la montée en force alcoolique. Donc, pour autant, y a-t-il 3 fois plus de matière dans la bière triple? La réponse est non, il s'agit d'un abus de langage. 3 fois plus de grains serait un gâchis, d'une part, voire rendrait le brassage impossible. Donc finalement, les termes double et triple apportent juste une notion non quantifiable de force. Voilà. Donc un petit peu plus de détails maintenant sur cette bière, hein, l'Eurélienne triple. Donc c'est une bière qui fait 8,5% d'alcool par volume. C'est une bière qui a été récompensée en 2017 en obtenant la médaille d'or au concours agricole de Paris. Elle a obtenu aussi à ce même concours la médaille d'argent en 2018. Donc c'est une bière voilà, qui a été maintes fois récompensée. Donc la brasserie, c'est la microbrasserie de Chancre. C'est une microbrasserie familiale qui est née en 2005 et qui produit aujourd'hui 2000 hectolitres de bière artisanale par an. Donc c'est une microbrasserie qui est située sur la plaine de Beauce et qui utilise l'orge issue de ses propres champs. En effet, c'est à son retour à la ferme en 2005 que le fils, Vincent Cronier, a souhaité diversifier l'activité de l'exploitation et il a créé la microbrasserie qui aujourd'hui finalement emploie toute la famille. Alors, la cathédrale de Chartres et les champs d'orge deviennent rapidement l'effigie de la marque. Hein. On voit ici, les étiquettes reprennent les codes avec un couple de dos, bras dessus, bras dessous, dans un champ d'orge qui regarde au loin la cathédrale de Chartres. Et le graphisme nous plonge fortement dans l'univers artisanal. Donc avec un nom évoquant son département d'origine aussi, l'Eurélienne, bière du pays chartrain, devient petit à petit un produit emblématique du terroir local pour les habitants d'Eure-et-Loir comme pour les touristes de passage. Alors, on va peut-être la déguster quand même. Donc déjà, voilà, beau bruit à l'ouverture. On va la servir. Donc, on voit déjà une belle robe cuivrée surmontée d'une mousse fine et dense, un nez léger et floral qui donne des notes un peu printanières, et en bouche, elle a du caractère, des saveurs fruitées en effet, un peu de pommes, de poire, contrebalancé par le côté un peu houblonné, donc l'amertume au début un peu atténuée par l'alcool et le sucre, mais qui revient en fin de bouche, accompagné de notes maltées houblonnées. Très bien, elle est très très bien, ça donne envie de finir la bouteille, donc n'hésitez pas, testez l'Eurélienne, elle est magnifique. Donc je vous donne rendez-vous demain pour déguster une nouvelle bière.